Bonjour. Analysons aujourd'hui une douzaine d'exercices réalisés par des élèves en mathématiques. Nous allons l'analyser à partir de la typologie des erreurs que les élèves peuvent commettre en mathématiques. Dans ce premier exercice, on voit que pour les figures A et D, l'élève agit selon un contrat didactique qui est le suivant, c'est-à-dire que l'élève pense que pour chaque figure, il y a nécessairement une réponse qui est vraie et une réponse qui est fausse. Sans doute parce que dans d'autres exercices, l'élève a-t-il rencontré d'autres situations qui sont exactement sur ce modèle-là. Si bien que pour A, par exemple, l'élève a entouré que A est un rectangle et il va barrer un carré. Pour D, il va dire que c'est un rectangle et il va effacer, il va barrer le carré. Pourquoi ? Parce que D ressemble de toute façon plus à un rectangle qu'à un carré. L'élève pense que, par contrat didactique, il y a une réponse qui est vraie, une réponse qui est fausse. Il ne va pas forcément penser au-delà du contrat didactique, de peur de se tromper. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va barrer D est un carré, parce que là, pour le coup, c'est à peu près sûr que ce n'en est pas un. Et il va entourer D est un rectangle, même si, de son point de vue, il pense qu'il y a peu de chances que ça en soit un. Il pense qu'il y a un piège quelque part, ou quelque chose lui échappe. Voilà pourquoi est-ce qu'il entoure la réponse D. Pour les figures B et C, alors rien à dire, c'est justement les deux figures qui confortent l'idée de cet élève, c'est-à-dire que normalement pour chaque figure il y a une réponse vraie et une réponse fausse. Pour la figure E, alors là on a une double erreur par contrat didactique. Bon, la première on vient de la décrire, c'est qu'il y a sans doute une réponse vraie et une réponse fausse, mais surtout l'élève par contrat didactique n'a sans doute jamais rencontré ou très peu rencontré de carré qui soit sous cette disposition-là. Les carrés pour cet élève sont sans doute uniquement dans la disposition de C. Sinon, l'élève pense que c'est un losange. Pour cet exercice 2, il s'agissait donc d'aligner ou de dire si les points étaient alignés. Pour ce faire, l'élève prend une règle, tire une droite et constate que la droite passe en tout cas par tous les points. Enfin, tous les points comme lui s'imagine que la droite passe par tous les points. Qu'est-ce qu'il fait cet élève-là ? Eh bien, sans doute, fait-il une analogie avec d'autres exercices où il doit relier des points. Quand il relie des points qui sont sous la forme de rond, de cercle, peu importe l'endroit sur lequel la droite passe sur le cercle, l'exercice sera bon à partir du moment où les points seront reliés. Eh bien ici, l'élève est dans la même disposition. Déjà, il a peut-être une incompréhension, mais qu'il ne va jamais exprimer en se demandant pourquoi est-ce que l'enseignant parle de points alors qu'il s'agit de croix. Mais en faisant l'analogie avec les types d'exercices où il doit relier des ronds et dans lesquels ça marche à tous les coups, eh bien il se dit que à partir du moment où ça touche un point de la croix, alors la droite passe bien par tous les points. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris, ou on ne lui a peut-être pas expliqué, que le point, en fin de compte, c'était l'intersection des deux droites qui étaient ici. Pour le deuxième exercice, le plus probable aussi, c'est que l'élève réagit par contrat didactique, c'est-à-dire qu'un point a toujours été placé sur une droite ou un segment dans tous les exercices qu'il a fait au préalable. Par conséquent, le point n'appartient pas à la droite. C'est-à-dire qu'il a aussi là peut-être une méconnaissance de ce qu'est une droite, c'est-à-dire que c'est une ligne qui est infinie. Mais l'autre hypothèse, c'est que l'exercice est trop difficile pour l'élève. Pourquoi pas ? C'est-à-dire que le niveau conceptuel de l'exercice ne correspond pas au niveau conceptuel de l'enfant, et il est trop difficile pour lui de projeter mentalement la droite dans l'espace. Pour ce troisième exercice, il fallait être très vigilant parce que l'enseignant dit « vous devez entourer le bon nombre de canards ». Donc ça signifie que l'enseignant ne dit pas le nombre, c'est-à-dire qu'il ne dit pas « vous devez entourer 5 canards ». Alors comme on est en grande section et que les élèves ne savent pas lire, il y a de fortes chances qu'aucun élève ne lise « entoure 5 canards ». Par contre, il devait identifier le chiffre 5. Alors la première hypothèse, c'est que le niveau conceptuel est trop élevé pour l'élève, c'est-à-dire qu'il ne sait pas lire le symbole 5 qui est ici, et il en entoure 6 car il confond les deux chiffres. Voilà, par exemple, pour lui, ça c'est 6 et pas 5. Deuxième hypothèse, c'est qu'il y a une surcharge cognitive, on est donc avec des maternelles, peut-être au fur et à mesure qu'il entoure les canards, peut-être sait-il ce que c'est que 5, mais peut-être qu'au fur et à mesure qu'il les entoure, il saute dans la ligne, dans la comptine numérique, peut-être saute-t-il un nombre, et par conséquent, il arrive à 6 canards entourés. Dans le problème 3, on demande, c'est un exercice où il est dit qu'on range 86 bouteilles dans des casiers de 12 bouteilles.
Combien faut-il de casiers pour ranger toutes les bouteilles? On peut imaginer que l'enfant qui a fait 86 x 12 a une mauvaise représentation du problème. C'est-à-dire que est-ce qu'il a bien conscience de ce que sont des casiers, comment est-ce qu'ils sont faits, comment est-ce que c'est fabriqué un casier? On peut s'imaginer que peu d'enfants ont été en contact avec des casiers dans leur vie et pour y ranger des bouteilles. Donc peut-être que l'erreur est simplement due à une mauvaise représentation du problème. D'ailleurs, on peut le prouver par les nombres, enfin le résultat incongru qui est il faut 1032 casiers. Le problème 4, très intéressant, parce que on met en scène une famille. En tout cas, Madame Dupont va au cirque avec ses enfants, et elle paie 60 € pour l'achat des billets, et à l'entracte, elle la jette pour 4 € de friandises. Quelle somme a-t-elle dépensé? Alors on peut déjà s'imaginer que l'élève a sans doute construit le problème en fonction de sa propre réalité, et peut-être que cet élève, peut-être y a-t-il 2 enfants dans sa famille, lui, son frère ou sa sœur, et sa maman. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il a sans doute fait 60 plus 60 plus 60 pour que le problème corresponde à une situation classique d'une famille. On peut aussi penser que par contrat didactique, l'exercice a semblé à cet élève beaucoup trop simple. D'ailleurs, on peut critiquer la pertinence d'un tel problème où il suffit simplement de faire 60 plus 4 pour trouver la somme qui est dépensée. Donc par contrat didactique, lui pense que toujours un problème est difficile. Par conséquent, il va inventer de la complexité au problème pour que ça colle avec la représentation qu'il a des exercices en mathématiques. Alors, en 6, ici, on a 108 coureurs qui prennent le départ d'une course. Et il y a beaucoup d'abandons. 85 coureurs seulement terminent la course. Combien de coureurs ont abandonné, pardon. Donc ça, c'est un problème de CE2. C'est pourquoi on peut dire pour Melvin, par exemple, que vu le résultat qu'il met, c'est-à-dire qu'il pose simplement le nombre 108, on peut imaginer que le problème est bien trop difficile et que le niveau conceptuel est trop élevé par rapport à ce qu'il peut réaliser. Alors, est-ce qu'il y a trop d'informations? Est-ce que le texte est trop long? Ce sont des hypothèses. Pour Hussan, lui, par contre, l'opération est juste, hein, c'est-à-dire qu'on peut estimer qu'il a bien compris le problème sans doute, puisque l'opération, c'est bien une soustraction. Par contre, il y a ici, on peut analyser le fait que l'enfant maîtrise très mal la technique, et en particulier, sans doute, là où il y a un 0. Voilà. Comment je fais quand il y a un 0? Est-ce que c'est 8 moins 0? C'est ce que sans doute l'enfant a fait. Donc il a d'abord fait 8 moins 5 pour avoir 3, puis ensuite il a fait 8 moins 0, et ensuite 1 moins rien égale 1. Et enfin pour Driss, eh bien ici, c'est très pertinent d'avoir voulu faire une représentation schématisée, mais la représentation schématisée aurait dû normalement aboutir à choisir la bonne opération, la bonne technique opératoire. Ici, il a voulu compter grâce à son schéma, et il est clairement dans une surcharge cognitive. Pour l'exercice 7, ça aussi c'est très intéressant. Marie a 39 ans, elle a 23 ans de plus que son fils Thomas. Quel âge a Thomas? Eh bien, ici, par contrat didactique, l'enfant a lu dans le problème le mot « plus » et il sait qu'à chaque fois que dans un problème il y a le mot « plus », en tout cas c'est ce qu'il croit, il faut réaliser une addition. Donc il a pris les 2 nombres du problème, les a additionnés, simplement parce qu'il a entendu le mot « plus » par contrat didactique, hein, avec tout ce qu'il a déjà pu vivre à l'école, et par conséquent il tombe sur 62 ans. Ici, très intéressant, puisqu'on a justement l'une des grandes difficultés sur les mesures, c'est de pouvoir comparer, ou en tout cas de mettre en corrélation des aires et des périmètres. Alors ici, très clairement, le cas 1, donc pas de problème pour la réponse, il a compté le nombre de carreaux pour savoir quelle est la figure qui a la plus grande superficie, mais il pense que parce que B a la plus grande superficie, B aura nécessairement un périmètre plus important. Alors pourquoi est-ce qu'il croit ça? Eh bien, tout simplement par analogie, c'est-à-dire que dans ses expériences de la vie quotidienne, il constate que quand un objet varie, quand la mesure d'un objet varie dans un sens, alors les autres mesures de ce même objet varient dans le même sens, la plupart du temps. Par exemple, si plus un objet est gros, plus il est lourd. Voilà, plus il est long, plus il sera lourd aussi. Donc les mesures vont dans le même sens, et bien ici, par analogie, il dira que plus un objet aura une grande surface, plus son périmètre sera grand. Ce qui n'est pas évidemment toujours vrai. Pour l'exercice 9, on demande à l'élève de compléter
dans le nombre 134,6 7 centièmes 8 millièmes, le chiffre des dizaines est. Alors, une réponse A qui a été donnée par un élève répond 6. Alors, on peut imaginer qu'il y a une proximité sonore entre dixième et dizaine, si bien qu'il répond 6 dans ce cas-là. Peut-être a-t-il beaucoup travaillé sur les nombres décimaux, par conséquent, il y a un piège dans les sonorités. La réponse B, elle est beaucoup plus délicate et beaucoup plus intéressante. Sans doute que l'élève fonctionne par analogie avec les nombres entiers. C'est-à-dire que lui, depuis toujours, il a constaté que le deuxième chiffre, en parlant de la droite, était le chiffre des dizaines. Par conséquent, il voit le nombre 134,678 et, de la même manière, considère que 7, puisqu'il est à la deuxième position en partant de la droite, est le chiffre des dizaines. Ici, l'élève, on lui demande quelle écriture décimale est égale à la fraction. Donc elle n'est pas dite, elle est écrite simplement, mais sans doute l'a-t-il lu 724 centièmes. Alors ici, il va fonctionner encore par analogie avec les nombres entiers, et il va écrire ce qu'il entend. Et comme ça fonctionne très bien avec les nombres entiers, par exemple, quand on dit 30 plus 4, 34, donc 34 c'est bien 30 et 4, eh bien, il va traiter 724 centièmes comme comme deux nombres entiers. Et donc, il va dire 724 plus 100 dans la partie décimale. Donc, ça va faire 724,100. Voilà. Très intéressant ici, on a un élève qui, dans la réponse 11.1, réagit par contrat didactique. C'est-à-dire que dans tous les problèmes qu'il fait, ou en tout cas dans la quasi-totalité des problèmes qu'il fait, il faut prendre les nombres pour pouvoir faire des calculs. Alors ici, il ne s'embête pas l'élève, c'est-à-dire qu'il voit un 2, il écrit 2, il voit 10, il écrit 10, 4, il écrit 4, 2, il écrit 2, 7, il écrit 7, 1, il écrit 1, il voit même 5, il écrit 5, il voit un deuxième 5 dans la question, il écrit encore 5. Bref, il prend absolument tous les nombres, exactement comme dans le problème de l'âge du capitaine, où on demande aux enfants quel est l'âge du capitaine, sachant que sur un bateau, il y a 7 moutons, 8 cochons, etc. Et les enfants additionnent tous les chiffres du nombre d'animaux pour trouver l'âge du capitaine. Et bien ici, c'est exactement ce que fait l'élève. Dans le 11.2, l'élève fait des regroupements par 5, 2, 2, 1, 2, 2, 1, puis ensuite toutes les pièces de 1, et il dit qu'on pourra faire 3 billets de 5 euros. Ici, il y a sans doute un problème de substantiation, c'est-à-dire que l'élève se représente bien un billet de 10 euros, il ne voit pas comment est-ce qu'un billet de 10 euros peut devenir 2 billets de 5, sans doute, ou comment est-ce que je peux me débrouiller avec ça pour que ça devienne des billets de 5. Donc ici, c'est simplement la façon dont il représente le problème qui l'empêche de répondre à la question. Enfin, dans cet exercice, dans ce 12e exercice, clairement, et on le voit très vite, l'élève est en surcharge cognitive, c'est-à-dire qu'il fait plusieurs lignes de 10 fois 89, il en fait 4, lui compte qu'il en a fait 5 au bout du compte, puisqu'il fait 890 plus 890 plus 890 plus 890 plus 890, donc 5 fois, au lieu de 4 fois comme il l'a fait ici. Et ensuite, il rajoute 485, qui est le résultat des 89 sur la dernière ligne. Donc ici, il y a beaucoup trop de calculs à faire. La surcharge cognitive est nette dans cet exercice. Et enfin, pour conclure, quand vous avez ce genre d'exercice à analyser d'un point de vue didactique, que ce soit en classe d'ailleurs ou lors du concours, surtout ne jamais dire que l'élève a fait une erreur d'étauderie ou il n'a sans doute pas fait attention. Ce n'est absolument pas du tout une analyse professionnelle et on ne vous demande absolument pas d'avoir ce genre de réflexion qui n'apporte strictement rien à la compréhension des problèmes. De la même manière, évitez le mot faute, l'élève a commis une faute, préférez le mot erreur, puisque la faute a quand même une connotation religieuse très forte. À la faute, normalement, est associée une punition. Et enfin, une phrase aussi qui n'a pas beaucoup d'intérêt, en tout cas dans un cadre d'une analyse didactique, ne jamais dire qu'un élève n'a sans doute pas appris ses tables de multiplication, n'a sans doute pas appris la technique opératoire ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça n'a strictement aucun intérêt dans le cadre d'un concours et j'irais même à dire que ça n'a aucun intérêt non plus d'un point de vue professionnel dans une classe pour accompagner un élève. Merci.